Merci à toutes et à tous d'être revenus après les corners, les ateliers. On va terminer sur cette journée avec une dernière table ronde. Une dernière table ronde pour continuer à célébrer les masters Erasmus Mundus. Et donc, cette table ronde va avoir un autre point d'entrée que tout à l'heure. On va avoir les témoignages de plusieurs, un enseignant-chercheur, une collègue administrative et également un alumni, un ancien étudiant. Et je vais leur demander de monter sur scène pour attaquer cette dernière table ronde de la journée. Merci à eux. Audio Hub. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons en effet cette célébration des 20 ans de l'action Erasmus Mundus, mais cette fois avec une approche un peu plus rétrospective de terrain, puisque nous allons entendre le témoignage de personnes qui ont bénéficié et qui ont mené des projets de master conjoint Erasmus Mundus. Donc, pour échanger sur la thématique de notre table ronde, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous 3 intervenants que je vais prendre le temps de présenter. Donc, d'abord, Cécilia Provost, vous êtes chargée de projets européens à la direction des relations internationales de l'École centrale de Nantes. Et vous êtes également membre du comité de pilotage de l'association EMACT, donc qui est l'association des coordinateurs de projets Erasmus Mundus. En quelques mots, l'école centrale de Nantes a été sélectionnée pour son premier master conjoint Erasmus Mundus en 2007 et vous avez mené depuis 2007 14 projets d'Erasmus Mundus Joint Master en tant que coordinateur ou partenaire et aujourd'hui votre école est impliquée dans 5 projets dont 3 en tant que coordinateur. Olivier Grimaud, vous êtes enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique et référent pédagogique du master conjoint Erasmus Mundus Europub Health Plus. Ce master est un master ancien, voire historique de l'action Erasmus Mundus, puisqu'il fait partie des quelques 5% de master conjoint Erasmus Mundus à avoir été renouvelé à 4 reprises. Il a démarré en 2006 et vous avez déposé cette année une 5e demande de renouvellement. Et Rohit Srivastava, vous êtes un ancien étudiant du master conjoint Food Innovation and Product Design, donc le master Erasmus Mundus FIBDES, porté par AgroParisTech, et vous avez suivi ce master il y a de cela 10 ans. Votre profil et votre parcours sont emblématiques d'un étudiant diplômé d'un master conjoint Erasmus Mundus, et comment ne pas aborder cette thématique sans la présence d'un alumni. Donc, merci à tous les 3, d'ores et déjà, d'avoir accepté notre invitation. Alors, lorsque j'ai échangé avec vous pour préparer cette table ronde, et puis plus généralement, lorsqu'on a l'occasion d'échanger avec des porteurs de projets Erasmus Mundus ou des alumni, on se rend toujours compte que c'est une expérience de vie forte pour les personnes qui sont impliquées dans ces projets de master. Et donc, ma première question sera la même pour vous 3. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle Qu'est-ce que vos expériences respectives dans les programmes de master Erasmus Mundus vous ont apporté ? Cécilia, si vous voulez commencer. Oui, alors je dirais ça m'a apporté beaucoup de choses, du point de vue de mes compétences techniques, mais aussi des soft skills, comme on dit. Donc, dans les compétences techniques, c'est beaucoup de coordination d'un réseau d'universités étrangères, donc piloter, coordonner des différentes activités avec des acteurs différents, des enseignants-chercheurs, du personnel administratif, des étudiants, donc réfléchir à plusieurs niveaux de réflexion. On a développé des procédures, on a innové dans nos méthodes. D'un point de vue soft skills, c'est beaucoup de travail en coordination, donc des méthodes de travail qui ont été développées au fur et à mesure des années, qui se sont affinées également. Un sens de l'organisation à toute épreuve, parce que beaucoup d'imprévus aussi à gérer dans ces programmes, parce que les étudiants étrangers, comme vous le savez certainement, c'est beaucoup de
cas particulier. Donc, il faut arriver à coordonner tout cela. Et puis, je dirais aussi un sens de l'audace parce que avec les années, on a beaucoup proposé des choses, impulsé auprès des partenaires étrangers. Donc, il a fallu aussi parfois oser impulser de nouvelles choses. Merci. Je renouvelle ma question pour vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience ? Écoutez, merci d'abord pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être là pour célébrer ce programme, dont on a vraiment bien, on est très très content, bien sûr, d'avoir pu mener. Alors moi, mon implication, au départ, ça a été lors de l'organisation de ce qu'on appelle le module intégratif de ce Master Europe Belge, qui est une période de 3 semaines durant laquelle tous les étudiants venant de nos 8 partenaires viennent sur Rennes pour une période de travail collaboratif avec des visiting professeurs. C'est un moment très très fort d'intégration. Et j'ai ensuite assez rapidement évolué sur le rôle un peu obscur de référent pédagogique. Je ne suis pas trop sûr ce que ça veut dire. On a dit academic coordinator. Je crois que ça veut dire problem solver. Voilà. Mais une grosse implication, bien sûr, au moment des candidatures, parce que vous savez sans doute tous qu'il faut essayer de répondre à une analyse de besoins de façon la plus convaincante et puis motivée possible. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait avec tous les partenaires, mais il faut une première main, il faut relire, il faut coordonner, il faut écouter. Et puis, une fois qu'on a passé la barre, c'est beaucoup de travail de facilitation, mais voilà, toujours beaucoup plus simple et qui se passe très très bien dans le cadre de notre consortium qui s'entend très bien. Mais l'autre chose que je voulais dire, vous m'avez proposé ce message, Morgane, c'est vrai que la santé publique, comme sans doute beaucoup d'autres disciplines, elle se nourrit de la variété des situations. Vous pouvez imaginer un petit peu l'éventail des niveaux de santé ou des caractéristiques des systèmes de santé sur la planète, sur la planète Terre. Donc ça, c'est une richesse aussi dans laquelle on se nourrit et vis-à-vis desquels les étudiants se nourrissent de façon à apprendre les uns des autres. Mais ça, nous aussi, on apprend beaucoup de ça. Et les défis qu'on doit, malgré cette diversité, les défis sont communs, les défis qu'on doit relever. J'en ai entendu plusieurs mentionnés dans les tables rondes et puis dans les ateliers tout à l'heure. C'est le changement climatique, c'est des événements aigus type la pandémie dont on vient de sortir. Et là, ce sont des solutions communes et collaboratives qu'il va falloir mettre en place et auxquelles on prépare nos futurs étudiants à les relever. Merci. Et donc pour vous, Rohit, en tant qu'alumni d'un master conjoint Erasmus Mundus, quelle expérience personnelle avez-vous à nous partager ? Merci Morgane pour cette invitation. Mon français, ce n'est pas très courant. S'il y a des erreurs, toutes mes excuses. Je pense qu'on vous comprend tous très bien. Et oui, mon expérience dans mon master, c'était très agréable. Depuis le processus de candidature jusqu'à notre arrivée à Paris, c'était tout bien géré. Il y avait 14 nationalités dans mon promotion. C'était une expérience très riche. Ça m'a donné l'habilité pour travailler en équipe avec personnes de différentes cultures, différents pays, etc. Et aussi pour apprendre une nouvelle langue comme français, mais ce n'est pas très, très courant. Et après, pendant le cours, il y avait beaucoup d'activités qui étaient organisées avec l'équipe d'encadrement. C'était très bien. On était hébergés dans un bâtiment commun de AgroParisTech. C'était très bien aussi parce que ça nous permet d'échanger la cohésion et développer le sens de l'esprit d'équipe. Et pour ça, je pense que c'était ma meilleure expérience de mon vie académique ici avec le Master Erasmus Mundus et FIPDES. Et est-ce que c'est cette expérience qui vous a donné envie de travailler à l'international ? Oui, bien sûr, parce que c'était ma première expérience internationale. Et maintenant, j'ai resté ici en France. J'ai commencé comme une chargée de recherche à INRAE en avril. Et pour ça, ça m'a donné beaucoup de confiance. Oui, donc ce master a été déterminant pour la suite de votre carrière. Mais on y reviendra par la suite.
Alors, on comprend que les masters conjoints ont un impact à l'échelle individuelle, mais on le sait aussi, ces masters ont un impact évident sur les établissements qui s'impliquent dans ces projets de master. On le sait que construire un master à 3 partenaires internationaux, voire plus, est bien plus ardu que monter un master national. Il faut composer avec les spécificités de chacun, trouver une direction commune vers laquelle aller. Et comme ça a été souligné lors de la première table ronde par le ministère de l'Enseignement supérieur, par l'agence exécutive, c'est du temps à consacrer et une énergie qui vient toujours des équipes enseignantes et des équipes administratives qui portent ces projets de master. Et j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur les adaptations que les personnels administratifs et enseignants apportent chaque jour à ces projets de master conjoints. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont vous construisez votre programme d'études de master, de la manière dont vous l'enrichissez à chaque nouvelle édition en lien avec le partenariat qui est mouvant, les établissements que vous intégrez à chaque fois? Quelle influence ça a sur le contenu du master? C'est-à-dire que dans le domaine de la santé publique, c'est vrai que les choses évoluent régulièrement. Donc, il y a beaucoup de travaux justement sur les compétences nécessaires qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 15 ans, par exemple. Donc, on s'est régulièrement posé cette question-là quand on a candidaté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois maintenant au programme, de savoir un peu quel était le nouvel environnement, quelles étaient les nouvelles compétences nécessaires et quel était le partenaire adéquat parmi la place des nombreuses universités européennes qui pouvaient venir nous rejoindre avec enthousiasme pour essayer d'ajouter à la palette des compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait avec l'Université de Maastricht, qui, par exemple, en 2016, nous a rejoint avec un programme, une spécialisation en année 2 de leadership, donc faire des gens qui sont orientés sur le changement, les capacités, le comportement et des choses comme ça, et qui est venu avec beaucoup d'enthousiasme nous rejoindre. Là, on candidate avec l'université, l'ISPED de Bordeaux, qui va venir avec une spécialisation sur les data science, qui est quelque chose évidemment complètement dans l'air du temps et en résonance avec les priorités européennes, il me semble. Donc, c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois. Et je pense qu'il faut être très ouvert, il faut avoir des antennes, il faut avoir un réseau. On a fait ça. Ce qui nous a permis aussi l'arrivée, du moins le réseau de notre consortium, de nos membres partenaires, c'est de s'ouvrir un tout petit peu à la méthode pédagogique. Ça veut dire, on n'a pas révolutionné la façon dont on enseigne nos masters les uns les autres. Par contre, on s'est posé des questions, notamment pour le module intégratif dont je parlais. Et quand Maastricht, encore pour les renommer une deuxième fois, est venu nous rejoindre, elle dit, mais nous, on a une approche qui est le problem-based learning, donc l'enseignement basé sur les problèmes. On n'entend pas l'enseignement avec des disciplines. On commence par un problème et puis on vient piocher dans les différentes disciplines la façon dont on peut trouver une solution. Et ça gouverne notre module intégratif un tout petit peu avant qu'il nous rejoigne, parce qu'il était partenaire associé avant de devenir partenaire plein. Et c'était très riche d'adopter cette nouvelle compétence pour notre université et puis certains nos enseignants à nous. Ça n'a pas complètement révolutionné, je crois qu'on est d'accord, mais je pense que ça a vraiment élargi notre palette aussi de notre éventail de modalités pédagogiques. D'accord, donc en quelque sorte, chaque partenaire apporte sa force et sa plus-value pour faire ces masters d'excellence. Et aussi, il apporte en année 2, c'est très important, on a 8 partenaires, c'est beaucoup pour un master comme ça, c'est fait une grosse collaboration, mais chacun apporte en année 2 notamment, une spécialisation qui est très très pertinente et en écho avec les besoins du marché, les besoins sociétaux. La santé publique, c'est souvent des enjeux sociétaux. Donc là, on a chaque fois eu cette réflexion-là, et c'est l'analyse des besoins quelque part qui inspire ça. Bon, ça se passe bien avant, on y réfléchit bien sûr bien avant l'étape où on va commencer à remplir un dossier. Mais je crois que c'est quelque chose d'important à avoir en tête, que il faut être en prise avec les demandes, les attentes, les métiers que ces étudiants vont avoir à l'issue de leur formation. Alors maintenant, Cécilia, à votre tour, est-ce que vous pouvez nous parler
des méthodes de travail que vous avez dû adapter, donc là, sous un angle plutôt administratif. Voilà, qu'est-ce que cela a changé au sein de vos pratiques en tant que personnel administratif, au sein de votre établissement aussi? Oui, alors en tant que chargé de projet européen, d'un point de vue administratif, ça a fait beaucoup évoluer nos procédures au fil des années. C'était vraiment un booster énorme. Je pense surtout au processus de recrutement des étudiants internationaux, puisque c'est vraiment la question que tout le monde cherche à faire évoluer. Le monde est vaste, beaucoup d'universités à l'étranger, connaître des fois au sein d'une même université, il y a plusieurs facultés, mais les facultés ne sont pas toutes au même niveau. Et les masters Erasmus Mundus, c'est vraiment des masters d'excellence. Donc l'objectif, c'est d'aller rechercher les meilleurs talents à travers le monde. Donc au niveau de la connaissance des facultés, des universités à l'étranger, ça a été un réel booster. On a pu créer nos propres bases de données au fur et à mesure. On a créé nos guides de recrutement interne qu'on transmet à nos évaluateurs, donc à la fois chez nous en tant que coordinateur, mais aussi chez nos partenaires. Donc tout cela, ça s'est affiné à travers le temps. On est devenus des experts sur certaines questions et on s'est beaucoup professionnalisé. Je dirais d'un point de vue administratif, globalement, tout a été on est allé plus loin, c'est plus abouti. On cherche toujours à trouver des solutions communes. Le mot-clé, c'est la jointness du programme. Donc, en interne, on a été aussi obligé d'aller chercher des solutions alternatives pour faire fonctionner ces consortiums. Donc, oui, je pense aux procédures de recrutement parce que c'est vraiment le gros point fort de ce type de programme. Et est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre travail avec EMACT sur le processus d'accréditation conjointe? Oui, tout à fait. Donc, je fais partie du comité de pilotage de l'association EMACT, Erasmus Mundus for Association Cooperation. Donc, c'est une association qui s'est créée en 2020 pendant le Covid où tout le monde était un peu cloisonné. Et il y avait besoin de communiquer, d'échanger sur des questions qu'on a communément entre les masters. Et donc, au fur et à mesure, on a créé une plateforme donc, qui a évolué avec le temps, mais sur lesquelles on a pu échanger sur des questions de visa, de recrutement, de procédures administratives, mais aussi, avec le temps, on est venu à des questions plus larges donc, qui englobent l'accréditation conjointe des masters et aussi le diplôme joint. Donc, avec l'association, on recueille un peu les besoins des différents consortia. Et on fait une action commune auprès d'institutions. Donc, par exemple, on a envoyé récemment un courrier au ministère de l'Enseignement supérieur en France pour voir si on peut faire évoluer ces questions d'accréditation conjointe. Donc, c'est des exemples d'actions qu'on mène à plusieurs. Parfois, on fait des études. On vient de mener une étude. Donc, on a envoyé des questionnaires aux consortia sur les questions de visa. Donc, voir qu'est-ce qui bloque et comment, nous, en tant que réseau d'associations, on peut aider à faire évoluer. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Rohit, par rapport... donc, tout à l'heure, Olivier nous parlait des programmes d'études, de la construction des programmes d'études. Et alors vous, lorsque vous étiez étudiant, est-ce qu'il y a une ou deux expériences d'apprentissage qui vous ont marqué au sein du Master FIBDES et que vous pourriez nous partager? Oui, la nouvelle méthode d'apprentissage s'était bien intégrée pendant 2 années de master. Je vais donner 2 exemples parce que le premier semestre à AgroParisTech, il y a un projet qui s'appelle la Junior Project. C'est un projet avec un partenaire industriel et dans un groupe de 5 étudiants, on travaille avec cette partenaire pour trouver une solution pour un problème rencontré par cette partenaire. Par exemple, pour moi, c'était une grande entreprise à Yoplait. Et ça, c'était mon première expérience dans l'industrie agroalimentaire parce qu'avant, j'ai fait mon diplôme d'ingénierie en biotechnologie en Inde, mais je n'ai jamais travaillé avec un partenaire industriel. Et après mon diplôme de Master FIBDES, c'était un point clé avec tous les entretiens pour
pour un poste ou aussi pour un stage de M2. C'était un point clé et l'expérience très bien. Et après, le deuxième exemple, c'était le deuxième semestre à Dublin. Et on était l'ingénieur de groupe high-tech, mais après, à Dublin, on travaillait dans la cuisine avec le chef. Et pour moi, c'était une première fois que j'étais dans la cuisine comme ça. Et c'était très bien parce que ça nous donnait une chose différente de le mindset d'un ingénieur. Parce que la créativité, ça, d'un chef, c'est vraiment créatif. Et ça, c'est important pour les étudiants dans notre domaine, en particulier dans le développement de produits et ça. Alors là, vous mentionnez des expériences en lien avec des entreprises. Et donc, ça permet de rappeler que derrière les consortiums de master conjoint Erasmus Mundus, il y a tout un écosystème de partenaires, donc académiques et non académiques. Et d'ailleurs, dans l'Impact Study qui a été, que mentionnait tout à l'heure Philippe Ruffio, il est indiqué que 62% des partenaires associés en 20 ans sont des organismes autres que des établissements d'enseignement supérieur, donc des partenaires non académiques. Donc ce chiffre montre bien que les projets d'Erasmus Mundus sont des projets en lien étroit avec le monde socio-économique, et ça fait d'ailleurs partie des impacts exigés et attendus de la Commission européenne pour ces projets-là, à la fois répondre aux besoins de la société et au marché du travail et améliorer l'employabilité des étudiants. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Cécilia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des liens que l'École centrale de Nantes entretient via ces projets de Master Mundus avec vos partenaires associés? Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils dans vos projets de Master conjoint Erasmus Mundus? Alors, on a des associés qui sont des universités, mais aussi des entreprises. Donc, nous, au niveau de la direction des relations internationales, c'est plus avec les universités, finalement, avec lesquelles on est en relation. Et les entreprises, c'est plus les enseignants-chercheurs qui les côtoient. Après, donc, en tant que chargé de projet européen, on rencontre aussi les industriels lors d'événements qu'on organise. Donc, par exemple, nous, pour le programme GEMARO, donc en robotique, qui est co-coordonné avec le Japon, on organise des GEMARO Days. Donc, c'est une semaine d'événements avec tous les acteurs finalement du programme, y compris les industriels, donc qui viennent donner des conférences, qui viennent participer aux réunions, participer aux tables rondes. Donc, c'est aussi des échanges d'idées, des retours qui viennent des partenaires associés. Donc dans la phase de montage, c'est plus l'enseignant-chercheur qui amène son réseau d'entreprises, et après nous, d'un point de vue RI, relations internationales, c'est plus au cours du développement du projet finalement qu'on va les côtoyer. Et puis après, il y a différentes approches. Donc par exemple, je pense à un Master Mundus en mobilité électrique qu'on a à l'École centrale de Nantes depuis 2019, pour lequel c'était l'enseignant-chercheur qui avait une chaire de recherche, donc avec un très gros constructeur automobile français. Et ce constructeur a demandé, donc dans les années 2015-2016 à peu près, si on pouvait commencer à former des ingénieurs pour travailler dans leur service recherche et développement dans les véhicules électriques. Et donc, c'est là qu'a été impulsé le montage de ce Master Erasmus Mundus. Donc, différentes approches avec les associés. Et tous les associés, une fois le projet développé, proposent des stages pour nos étudiants. Donc, c'est vraiment une ressource précieuse pour l'employabilité ensuite de nos étudiants.
Et je crois que vous mentionniez aussi, quand on a échangé auparavant, que certains professionnels viennent aussi délivrer des cours Oui. au sein des masters. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a des mobilités qui sont possibles donc, dans les Erasmus Mundus pour des professeurs invités, donc qui sont régulièrement admis dans nos universités pour donner des conférences de pointe sur des thématiques précises. Oui. Alors, ma question sera assez similaire pour vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous parler des liens entre le Master Europub Health Plus et le monde socio-économique ? Oui, bien sûr. Alors, nous, on n'a pas vraiment on n'appelle pas nos partenaires associés des entreprises. Quoique, en fait, il pourrait y en avoir, parce que je pense qu'il y a une partie de nos étudiants qui pourraient travailler dans l'entrepreneuriat, d'analyse de données, par exemple, quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des stages dans ce domaine-là, bien sûr. Mais nos partenaires, c'est également des universités ou alors un consortium d'universités. Je vais faire un petit focus sur l'un d'entre eux qui s'appelle l'ASFER. Ça veut dire l'association des écoles, Association of Public Health Schools in Europe. Donc c'est un consortium d'écoles de santé publique à l'échelon européen qui réfléchit depuis des années, depuis longtemps, aux compétences et autres. Et on a pu capitaliser. Alors c'est un de nos membres associés, très, très actif, très présent, répondant toujours à nos questions. Puis, et aussi, qui nous a été très utile dans un exercice qu'on vient de terminer il y a l'année dernière, d'analyse des compétences enseignées dans chacun de nos masters. On a l'impression, on fait tous notamment une première année de santé publique dans nos masters qui nous semble être à peu près des copier-coller, que ça se passe à Rennes, qu'elle se passe à Sheffield, Dublin ou à Grenade, en l'occurrence. Et en fait, avec un référentiel de compétences que l'ASFER avait commis, on a pu lancer un travail d'analyse, de cartographie des compétences enseignées et du niveau d'expertise visé par chacun des masters. Et ça a été un exercice très enrichissant. Alors, c'est vrai que vous posiez la question, Morgane, en préparation. Est-ce que les partenaires influencent nos contenus pédagogiques ? Je dirais non, mais indirectement, ils le font à travers ce travail de réflexion, encore une fois, sur les compétences requises. Donc, on a cela comme type de partenaire. Dans les universités, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a également un autre type de partenaire qui est assez engagé à la fois dans l'accueil des étudiants pour les stages, également dans ce qu'on appelle les Career Days. On organise à l'issue du module intégratif de regroupement annuel sur Rennes 2 jours pour se préparer à des entretiens, pour rencontrer des professionnels. Et là, le type de partenaire que l'on a, ce sont des agences pour les entreprises, des agences en général administratives, nationales ou plus locales, ou voire internationales, de santé publique, telles par exemple Santé publique France, que tout le monde connaît, je pense ici, ou l'équivalent Angleterre, Public Health England, et qui viennent disséminer la bonne parole et puis préparer les étudiants à leur futur emploi. D'accord. Merci pour ces témoignages. Rohit, une question pour vous, parce que vous êtes maintenant dans le milieu professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours depuis l'obtention de votre diplôme de master et aussi nous parler de l'importance du lien entre alumni et comment ce lien perdure avec les étudiants et les équipes encadrantes du master conjoint? Oui, le soutien de l'équipe encadrement et administratif de FIPDES et aussi le lien avec les alumni, c'était bien sûr déterminant pour mon parcours de ma carrière. J'ai effectué mon stage de Master 2 dans un laboratoire d'AgroParisTech et c'était un laboratoire, on dit UMR, c'est une unité mixte recherche avec INRAE et AgroParisTech. Et pendant 6 mois, c'était une expérience très riche. Ça m'a motivé pour commencer une thèse que j'ai commencé avec INRAE sur le sujet de perception de la texture des aliments. Et ensuite, après cette thèse, j'ai été recruté par une start-up dans la région parisienne qui était dans le secteur agroalimentaire aussi, comme une spécialiste de
perception de la texture et développement de texture pour les analogues vegan de produits de la mer. Et c'était intéressant parce que une des scientifiques de cette start-up, c'était l'ancien thésard de notre laboratoire. Et après, pendant le temps que j'étais là-bas dans cette start-up, il y a trois étudiants de FIPDES qui étaient recrutés comme un stagiaire et deux comme un développeur de produits. Et après... Et est-ce que c'est vous qui avez fait l'intermédiaire pour recruter ces étudiants à l'époque? Oui, parce que l'équipe de FIPDES était toujours en touch avec toutes les alumni qui sont dans autres start-up, entreprises ou laboratoires. Et ça, c'est très bien pour trouver un stage ou un emploi pour les étudiants FIPDES et aussi autres étudiants de master ou l'ingénieur de AgroParisTech. Et pour moi, après, j'ai fini c'est pas fini parce que j'ai postulé pour un poste permanent de INRAE en 2023 que j'ai qualifié et maintenant je travaille dans le centre de sciences de goût à Dijon. Et ce laboratoire aussi, c'est un laboratoire international et avec beaucoup de chercheurs européens et aussi les étudiants qui venaient chez nous pour faire un stage, etc. Et oui, c'est mon parcours après FIPDES. Et oui, bien sûr, le lien avec les alumni, c'est très important parce que nous, en FIPDES, on commençait notre association de alumni FIPDA en 2015. Et cette association, ça marche très bien. On porte l'aide d'étudiants pour chercher un stage, emploi aussi, et aussi on organise différents cours et aussi séminaires pour aider les étudiants du Master 1 et Master 2 aussi. Et, donc, c'est-à-dire que vous avez délivré des séminaires auprès des étudiants du Master FIPDES. Quelquefois, c'est les alumni, les anciens étudiants, mais aussi, quelquefois, on trouve quelqu'un intéressant dans notre entreprise ou laboratoire on fait l'invitation pour aller faire le séminaire. Oui, donc c'est vraiment les alumni qui rendent ce réseau vivant et qui continuent le lien. Oui, et après les 10 ans de FIPDES, le network alumni, c'est vraiment fort. Oui, et la preuve, vous êtes encore là pour témoigner du master 10 ans après l'avoir fait. Alors, bon, c'est vrai que en fait, vous êtes sûrement le meilleur ambassadeur des masters Erasmus Mundus en tant qu'ancienne étudiant. À vrai dire, on arrive déjà au bout de cette table ronde. Je pense qu'on est allé bien plus vite que ce que je pensais. Mais du coup, on a plus de temps pour des questions, s'il y en a qui sont curieux d'en savoir plus sur les différents projets qu'on a autour de la table ou qui ont des questions plus techniques. Ah, je vois qu'il y a une question ici. Merci pour votre présentation et puis la diversité des intervenants. Bon, alors évidemment, une université ou une école n'est pas... Voilà, les genèses des Mundus sont différents en fonction des établissements. À Toulon, on a un Mundus de robotique marine, mais qui s'est développé un peu... Après, je vais venir à ma question. Qui s'est développé un peu dans une bulle, j'allais dire, c'est-à-dire un peu en dehors, parallèlement au RI, à la DRI. Donc, c'est une sorte de cellule projet qui a répondu à... Voilà. Donc, le projet est vraiment intéressant, le programme est intéressant, etc. Ma question, donc, quand on parle d'impact pour l'établissement,
il semble, et la question est pour vous trois, hein, nous on s'occupe beaucoup de l'intégration aussi des étudiants, hein, qui sont parfois comme Rohit la première fois et qui sortent de leur pays aussi, hein, notamment des ressortissants d'Asie ou du Moyen ou du Proche-Orient. Donc c'est parfois leur première expérience à l'international. Et sur la Côte d'Azur, l'intégration n'est pas facile. Et donc on a on doit mettre beaucoup d'énergie aussi pour l'intégration de ces étudiants parmi les autres Erasmus, parmi les autres étudiants internationaux, etc. Dans le cadre du label Bienvenue en France d'ailleurs. Et donc, par contre, le levier, si vous voulez, de ce programme par rapport à l'établissement, il est maigre. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça reste dans une bulle au niveau des enseignants-chercheurs, au niveau des employeurs. Et finalement, ce n'est pas un programme qui transpire beaucoup au niveau d'établissement, qui n'aide pas beaucoup à la mobilité classique, notre mobilité sortante, par exemple. Et donc, c'est pas facile d'aller chercher aussi, soit des partenariats classiques Action Clé 1, hein, chez nos partenaires, donc Norvège, Portugal et Espagne pour nous. Voilà, donc c'est un peu à part. Ma question est donc, comment faites-vous pour un peu mêler, si vous voulez, du Mundus et des autres dispositifs. Merci. Qui veut se lancer ou qui a des éléments de réponse? Nous, à l'École centrale de Nantes, il y a à peu près 10 ans, on a fait le choix de centraliser à la direction des relations internationales l'expertise métier de gestion des Erasmus Mundus. Et ça nous a permis de transposer finalement certaines des procédures, des méthodes de travail, mais aussi l'expertise de montage de projets, réponse à des appels d'offres sur d'autres types de projets, puisqu'un projet en a amené un autre. Donc je dirais que c'est par ce biais-là qu'on a pu faire transpirer les Mundus sur d'autres formations. Et nous, il y a 20 ans, on avait 1 ou 2 masters internationaux. Maintenant, on a 10 masters totalement enseignés en anglais et ouverts au recrutement international. Donc au niveau des formations, ça a été vraiment une évolution. Et oui, pour nous, il y a plus à faire, je suis sûr. Parce que pour nous, c'était une transformation mais extraordinaire. On était à Rennes, une école nationale de service public. Hein. On est devenu HESP avec une valence un peu plus universitaire, faire plus de recherche. Et le master est venu à ce moment-là, un peu à la même période, et ça a été une ouverture, principalement grâce aux étudiants. Grâce aux Rohit qui sont venus là, chez nous, du monde entier. On a plus de 120 pays représentés là, dans la dernière candidature. Le réseau d'alumni, c'est 93 pays différents. C'est des étudiants excellents qui en veulent, qui sont motivés. Et non, c'était pour les enseignants notamment, c'est une ouverture sur le monde aussi, institutionnellement certainement, mais pour les enseignants, chercheurs aussi. Et puis, une opportunité pour continuer le voyage. On a 25 à 30% des étudiants du master qui poursuivent après en doctorat. Pas tous avec nous, mais sans doute, je sais pas, il faudrait que je regarde d'ailleurs, mais une bonne partie, en tout cas moi j'en ai eu, d'étudiants qui viennent du cursus Europe Bells. Parce que voilà, la relation s'est établie, la dissertation s'est bien passée, et puis on a envie de continuer, on y va, et ça se passe bien. Non, vraiment, venez nous voir. Et puis... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une là-bas. Oui, merci pour ce partage. Je travaille au Conservatoire national de musique et de danse de Lyon, donc établissement d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture, domaine très différent, mais nous avons 2 masters conjoints européens en musique et nous sommes en train d'en construire un 3e en chorégraphie. Et ma question concerne les alumni et la relation donc, avec les alumni. Ce sont des étudiants un peu avec des parcours déjà différents des autres et que nous voyons après partent un peu partout aussi dans le monde. Il y en a beaucoup qui restent en Europe. Mais donc, comment garder le contact avec les alumni
outre les relations personnelles ou les contacts qu'ils gardent parfois avec tel enseignant ou telle personne de l'équipe administrative. Donc, du point de vue institutionnel, en fait, qu'est-ce qui, à votre avis, marche ou pas? Quels seraient vos conseils ou vos recommandations? Voilà, merci. Pour moi, je vais donner l'exemple de mon master FEBDES parce que pour moi, c'est la petite chose le premier semestre parce qu'on était 14 nationalités et après, on était hébergés dans un seul bâtiment de AgroParisTech et c'était, je pense, c'était le point pour la cohésion parce que si dans une grande ville comme Paris, si tous les étudiants habiter en différentes places, c'est un peu difficile pour discuter, pour plein de choses différentes. Et c'était la première chose. Et après, le deuxième, c'était de l'équipe. Et aussi, il y a les choses, par exemple, le FIBDES Day. C'est un jour, c'est un événement. Par chaque année, un jour, il y a plein d'animations scientifiques et aussi, par exemple, plein d'activités différentes. Ça nous permet de rencontrer tous les étudiants qui sont là dans Master 1, Master 2, mais aussi tous les alumni. Et je pense que cette chose, c'est très important pour garder le contact avec différents alumni qui habitent en Europe ou un peu loin, mais il y a possibilité maintenant avec les conférences visio et ça. Et ces FIBDES Days, ils sont à l'initiative des établissements qui portent le master. C'est l'initiative du master et le consortium. Et ce n'est pas juste un jour, parce qu'il y a une semaine, c'est FIBDES Week. Normalement, c'est en septembre qui les nouvelles cohortes, les nouvelles promotions qui arrivent. Et après, c'est aussi la semaine de cérémonie de diplôme de le Master 2. Et tous les alumni sont invités. Ça. Et je pense que ce type d'événement, c'est vraiment utile pour développer une communauté. Alors, Olivier, oui, ce que je peux dire, c'est vrai que pour nous, le réseau des alumni, ça nous a complètement surpris par son dynamisme. C'est venu quelque chose qui nous a dépassés, en fait. Au point où c'est vrai qu'on le suit des fois derrière le réseau des alumni qui est propositif, qui maintenant vient intervenir. Là, le module intégratif dont je parlais se déroule actuellement à Rennes. Tous les étudiants sont à Rennes. Et parmi les 4 visiting professeurs que le programme nous permet d'inviter, encore une superbe initiative, là, eh bien, on a 2 alumni qui ont été dans les 2 premières cohortes de notre formation. C'est formidable. Ils viennent retransmettre, ils viennent dire « Ah là, Europables a changé ma carrière, c'était formidable » et tout ça. Donc, ils communiquent. Et on fait ces modules d'intégration, ça dure comme 3 semaines. Ça se termine, c'est pas anodin de mentionner à quel moment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, il y a 2 semaines de travail, il y a 1 semaine où ils échangent, où on fait il y a les career days dont je parlais, et puis on termine par la graduation ceremony. On est tous dans le grand amphi à l'EHESP à Rennes, et c'est un moment festif formidable. Et les atomes crochus, ils sont déjà là. On n'a pas beaucoup besoin de faire d'efforts pour intégrer ces étudiants qui ont envie d'apprendre les uns des autres et qui vraiment forment une communauté. On a 437 alumni. Je faisais dans le TGV en venant, je dis on a eu 17-18 cohortes, donc alors on est à 700 étudiants à peu près qu'on a formés. Et il y en a 437 qui sont adhérents au réseau des alumni. Et les alumni, ils nous proposent des webinaires au cours de l'année, ils viennent au Career Days, ils viennent en tant que visiting professeur, et le réseau, il vit de lui-même. C'est incroyable. Une très, très belle surprise. Merci Erasmus. Et est-ce que vous avez quelque chose de similaire à l'école centrale? Oui, des événements organisés sur lesquels on invite nos étudiants, nos anciens étudiants. On fait aussi des cartes témoignages qui nous permettent de faire des outils de promotion. On met aussi en contact des étudiants recrutés avec des anciens étudiants pour les aider sur les aspects pratiques, etc. Donc, en fait, ça nécessite de faire vivre aussi ce réseau et de mettre un petit peu un coup de pouce de temps en temps pour l'activer et
le faire vivre. Je crois que derrière ces questions-là, c'est des questions d'investissement financier et humain derrière pour faire vivre les réseaux. Ça me fait penser à la question précédente aussi, pour décloisonner un peu ce fonctionnement Mundus au sein de l'établissement. Il faut une volonté de la direction, de la présidence de l'établissement de se nourrir un peu de ces programmes innovants qui ne sont pas toujours très appréciés des autres services parce qu'on vient un peu bousculer les choses. Nous, le service scolarité ne nous aime pas toujours parce qu'on vient avec nos questions qui les embêtent, mais d'un autre côté, ça fait bouger les lignes. Donc c'est vraiment une question que doit s'emparer aussi la direction de l'établissement. Mmh. Bon, j'espère que ça vous donne quelques idées. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore dans la salle ? Ah oui. Oui. Merci beaucoup. De mon côté, donc, je travaille au ministère des Affaires étrangères. J'aurais voulu savoir si le Brexit avait eu un impact sur votre Erasmus Mundus en termes de mobilité, avec 120 nationalités différentes. Et si, de facto, avoir un Erasmus Mundus avec un pays tiers, ça ne peut pas poser aussi des défis peut-être organisationnels ou structurels ? Oui, alors c'est vrai que le Brexit, moi je me souviens de l'avoir annoncé en 2016, au moment du modèle intégratif, on dit pour peu que ça tienne, parce qu'on a Sheffield avec nous, l'université de Sheffield, et c'était une grande déception, pardon, j'ai le droit de dire ça, que bien sûr, et puis partagé par les membres du consortium, y compris par nos collègues et amis de Sheffield. Ça a comme implication que quand on a voulu candidater après, on s'est dit, bon, il faut qu'on prenne une autre université anglo-saxonne. Donc Dublin est venu nous rejoindre avec aussi d'autres compétences, et très très bien. Donc on a un petit peu paré, parce qu'on a une période d'incertitude, on n'était pas sûr que Sheffield pouvait continuer à faire partie. Il s'est avéré que, je ne pourrais pas vous donner les détails exactement, mais il s'est avéré qu'ils ont pu rester partenaires à part entière, et donc ça n'a pas été un problème. Et bien sûr, les universités anglo-saxonnes, elles ont un réseau sur l'Afrique anglophone, sur l'Asie, qui est beaucoup plus important en tout cas que nous, on a, et donc ça contribue largement à notre ouverture. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question, mais c'est ça. En tout cas, Sheffield a pu rester avec nous, et c'est très très bien d'avoir des universités anglo-saxonnes, certainement. Ils sont tout à fait prêts à collaborer, très attachés aussi au programme, malgré les interférences politiques. Merci. D'autres questions encore ? Oui, alors je vois une personne tout en haut. Si vous pouvez lever la main, oui. On a encore, je pense, 5-10 minutes pour des questions. Donc, n'hésitez bonjour, c'est pour M. Grimaud. Au vu des candidatures successives pour le label Erasmus Mundus, est-ce qu'au fil des candidatures et donc des cohortes qui se sont succédées, vous avez eu plus de... Donc vous avez réussi à avoir cet aspect de durabilité qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment par rapport au ratio d'étudiants boursiers Mundus et d'étudiants self-funded, comme on les appelle, parce que c'était une des grandes questions dans les candidatures des anciens Erasmus Mundus, de se poser la question de comment on allait justifier les efforts qu'on faisait pour assurer la durabilité des projets, tout en repostulant pour 3 ou 4 années de financement supplémentaire. Et est-ce qu'il y a eu une progression par rapport à cette partie-là ? Est-ce que vous avez véritablement développé votre brand, en fait, au niveau mondial, grâce au fonds Erasmus, et si cela a été une évolution ou pas ? Oui, je pense qu'on l'a, certainement. Enfin, je crois que oui. Là, pour la dernière cohorte là, qu'on a recrutée, qui est une gap year, c'est-à-dire que c'est une année sans bourse,
Alors pour celle-là, je crois qu'on a eu quand même... Enfin, non, c'est l'année précédente. On a eu 1600 candidatures pour les boursiers et non-boursiers. On a toujours 20 étudiants boursiers et puis 20 candidats non-boursiers. Mais on est obligé de trier parce qu'on a vraiment des... Alors, elles ne sont pas toutes éligibles, hein, mais vous pouvez compter 900 candidatures éligibles qu'il faut regarder. C'est presque un problème, d'ailleurs. On discute... Je entendais Cécilia, donc on a ce problème. Là, les critères, l'évaluation des dossiers, c'est un casse-tête. On passe beaucoup de temps à les révisiter. On fait des cycles, je pense, pluriannuels, où on revient au même endroit. Mais pour répondre aux questions, oui, je crois qu'on a quand même... l'image est là, la marque, entre guillemets, elle existe, elle est associée à l'Europe, à ses valeurs, à sa qualité de son enseignement supérieur, et puis notamment dans la santé, pour ce qui est comme c'est pas rien pour des pays qui n'ont pas de système de couverture universelle de venir se former en Europe, où c'est quand même le lieu commun. Tout le monde a accès à la santé en Europe, hein, à des services. Donc là, pour cette année, on est dans une gap year également. Et on a la bonne surprise d'avoir 40 étudiants qui sont déjà enregistrés et choisis parmi des... Je ne sais plus lequel dénominateur, mais il y en a peut-être au-dessus de 1000. Hein. Donc je pense qu'elle est... Alors je dis ça, et puis en même temps je dis, mais c'est très important aussi de continuer à avoir les bourses, bien sûr, que tout le monde partage ce sentiment, parce que bien sûr, les étudiants qui viennent du Nigeria, du Pakistan, du Bangladesh ou d'autres pays, ils ne viendront pas si sans bourse, c'est juste pas possible. Donc, et pourtant, il y a des excellents étudiants qui viennent de ces pays-là, bien entendu. J'ai répondu à votre question, j'espère. Voilà. Et alors moi j'ai une question du coup pour vous. Est-ce que, parce que bon, on l'a entendu, la France est un peu leader sur cette action Erasmus Mundus depuis longtemps. En tout cas, c'est le pays qui a le plus de participation institutionnelle. Et en parallèle, on voit qu'il y a très peu d'étudiants boursiers Mundus français. Je crois que c'est moins de 500 sur les 20 dernières années. Est-ce que vous avez des éléments d'explication et est-ce que c'est, en termes de promotion, est-ce que c'est un axe choisi d'aller chercher plutôt des boursiers Mundus vers d'autres pays ou est-ce que c'est tout simplement une communication qui ne se fait pas? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, du côté du cursus ingénieur, pour nous, donc nos élèves ingénieurs, typiquement, ne s'orientent pas vers des masters spécifiquement. Ils préfèrent intégrer le monde du travail une fois acquis leur diplôme. Et ce n'est pas un choix de notre côté d'éviter ce type d'étudiants, mais au contraire, c'est un axe sur lequel on travaille et pourquoi pas le développer. Donc non, ça s'est fait naturellement. La visibilité, elle est vraiment très grande hors Union européenne. Là, ces dernières années, nous, à l'École centrale de Nantes, on a un peu plus d'étudiants européens qui candidatent, mais pendant une quinzaine d'années, c'était beaucoup d'étudiants hors Union européenne. Mmh. C'est un constat que même vous constat pour partagez, nous, oui. On a quelques étudiants européens, quelques étudiants français. Bon, les bourses vont aux étudiants qui viennent des pays beaucoup plus éloignés. Et c'est un peu actif aussi de notre part de choisir que on pense que la valeur sociale de cet investissement dans ces étudiants, elle est plus en ligne, en écho avec l'éthique du programme pour former ces étudiants-là. Mais il y a aussi pour un étudiant, enfin, ça demande un certain courage quand même de venir faire, je ne sais pas ce que Roy en pense, mais de venir s'expatrier, faire ses études dans un pays ou apprendre la langue et autres. Et en l'occurrence pour nous, faire 2 années, une année en Espagne, il faut apprendre l'espagnol et puis après venir à Paris, on a un MPH en anglais ou alors à Maastricht. Bon, ça demande. Alors, on a quelques étudiants européens qui font ça, mais peut-être ils ont ça sous la main quelque part, indépendamment du programme Erasmus Mundus, je pense. Par d'autres canaux. Bon, c'est peut-être des éléments qui seront amenés à évoluer selon les négociations sur le futur programme. Et voilà, est-ce qu'il y aura plus d'ouverture? Est-ce qu'on va maintenir l'ouverture vers les pays tiers non associés ou recentrer sur l'Europe? C'est quelque chose qu'on verra. Je pense qu'on peut clôturer cette table ronde. Un grand merci à vous trois pour vos témoignages.
Est-ce que vous avez juste un message ou un vœu d'anniversaire à adresser pour cette action et le futur de l'action Erasmus Mundus? Oui. Bon anniversaire Erasmus Mundus. Et puis, on souhaite une belle continuité à ce programme vraiment innovant qui change la vie de tout le monde, des étudiants, du personnel, des enseignants-chercheurs. Vraiment. Merci. Ruit, est-ce que vous voulez adresser un message? Oui, je peux dire en anglais pour éviter la limitation de mon vocabulaire. Oui, d'accord. I think because now I feel more freely. I think more than academic, the academic world, the Erasmus Mundus also contributes to the more cohesive society that we build. For example, an Indian student coming to a master's program, meeting a guy from El Salvador or Estonia who he never met, and then to understand the cultures of each other. I think we kind of build more inclusive society, and then it kind of transmits to the workplaces where you work. You are much more open. So bravo to Erasmus Mundus, and I hope you'll bring more students together. Je pense qu'on peut clôturer sur cette belle phrase. Merci encore à vous trois. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup à nos intervenants. Donc, c'était notre dernière table ronde de célébration des 20 ans Erasmus Mundus. Et puis, je ne résiste pas, Rohit, à faire un peu de pub pour le Master FIPDES. Vous avez parlé de plein de cultures différentes. Vous avez parlé aussi de vos cours de cuisine qui ont permis. Et donc, de faire un peu de pub pour le The Cooking Passport qui a été développé par FIPDES et qui est donc un livre de recettes de cuisine développé par l'ensemble des nationalités et des étudiants qui sont dans le Master Erasmus Mundus FIPDES. On parlait d'initiatives aussi pour le réseau des alumni. Ça en fait partie. Donc, vous tapez Cooking Passport FIPDES et vous le trouverez sur Internet. Et j'ai testé 2-3 recettes. Elles sont vraiment très bien, je vous le conseille. Pour terminer, vous dire que les replays des différentes tables rondes de ces 2 jours seront en ligne d'ici quelques semaines pour continuer à les écouter, les envoyer à votre président d'université pour leur démontrer l'intérêt. Les présentations des PowerPoint des ateliers que vous avez suivis seront mises également en ligne dans les prochaines semaines. Et puis également, on remercie notre service communication qui nous prépare pendant ces 2 jours. Voilà. Qui nous prépare pendant ces 2 jours un recueil des différents projets que vous avez pu voir sur scène, mais également dans les ateliers pour que vous puissiez à nouveau continuer à montrer tout ce qui peut être fait avec les projets Erasmus+ de coopération. Voilà pour cette première journée. Merci beaucoup.